donc dans ce tableau, donc là, je réagis à un texte que vous allez peut-être lire, que vient de me lire mon ami Eric. Il donne des pistes, des réactions sur certains points que lui inspire la peinture qui est derrière nous. Et il commence par la question des rôles dans cette famille qui est représentée derrière nous et de la relation que nous on a avec la réalité de ces rôles et la relation de ces rôles avec des peintures qu'on a déjà fait l'un ou l'autre. Dans ce que j'ai compris de ce que nous dit Eric, il y a comme une filiation qui commence beaucoup dans les représentations que j'ai faites de Florence, déguisée, parce que je pense que ça a commencé comme ça. Si on regarde nos boulots à tous les deux, il semble que ça a plus commencé par des portraits que j'ai fait d'elle déguisée dans toutes sortes de positions qui pour lui sont jamais, on pourrait dire, obscènes, qui gardent quelque chose de l'ordre d'une distance, en tout cas d'un respect de l'autre, mais qui en même temps vont très très loin dans ce qui est représenté et dans ce que ça donne de ce qu'on est vraiment. Donc du coup intervient tout de suite d'une part nous, notre famille, donc le côté striptease comme dans l'émission belge bien connue, et en même temps l'affiliation de ces rôles avec tout ce qui a été peint chez moi, puis chez Florence, puis chez nous, et toute la relation de ces rôles avec l'histoire de l'art. Apparaît au milieu de tout ça la figure du clown. Et dans ce que j'ai compris de ce qui est ressenti chez Eric, quelque chose qui est chez Rouault bien sûr, mais qui est bien connu, c'est la relation du clown avec la figure christique d'une part, et le clown dans ce qui dévoile de la réalité de la personne représentée en clown, son rôle dans le récit en général. Donc si je reviens ici, là, je crois que la particularité de ce tableau-là, c'est que si le clown est extrêmement grinçant au départ, qui touche beaucoup au grotesque, dans le tableau qui est ici derrière nous, je pense que si on regarde l'ensemble de ce qu'on a pu représenter, il y a une diminution. Il y a moins de maquillage, moins de déguisement. Il y a la collerette qui est vraiment qui est représentée deux fois, qui a une espèce de clin d'œil à Watteau, au tableau qui nous a inspiré. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de nez rouge. Moi, je porte ce vêtement allemand traditionnel qui peut être considéré comme un déguisement dans ce tableau-là. C'était un peu risqué, je trouvais. C'est ce qui m'amusait, de mettre les doigts dans la prise, de dire tiens, je vais mettre ce vêtement-là. Et on peut se dire que c'est un déguisement ou pas, mais voilà, on est assez peu déguisé, assez peu maquillé. Mais quand même, le tableau fait référence à tous ces... au tableau de Watteau, Pierrot Content, et à le remake fait par Lucian Freud, qui est avec des habits traditionnels, pas traditionnels, au contraire, des habits contemporains. Mais il me semble que chez Lucian Freud, il y a la guitare qui reste là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres déguisements? Oui, voilà. Donc, je me demande si dans ce déplacement-là, il n'y a pas quelque chose qui est lié au contexte. Il se trouve que, pour ma part, je ne sais pas pour toi Florence, mais quand j'ai commencé à travailler sur la figure du clown, bon, c'est une figure dérangeante pour beaucoup de gens, etc. Mais c'était une figure qui n'était pas évidente à amener à ce moment-là. Il y a 15 ou 20 ans, quand j'ai commencé à faire des clowns, il y avait quelque chose que je sentais d'une espèce de déplacement. Après, la figure du clown sarcastique, c'est devenu presque
c'est devenu presque un petit chat avec des pelotes de laine aujourd'hui. Donc il m'a semblé, je ne sais pas s'il nous a semblé, que déplacer ce clown vers une figure qui est plus Pierrot, c'est-à-dire une figure qui est moins violente et plus amoureuse, était quelque chose de, je dirais, de plus dérangeant dans la relation que ça a avec la peinture. Parce que cette figure de la gentillesse pose beaucoup plus de problèmes aujourd'hui, me semble-t-il. Il y a du coup aussi deux espaces qui sont difficiles à faire passer. Je pense d'une part à la figure religieuse, donc Eric nous a parlé de la figure du Christ. Donc ça c'est une figure qui était très importante et qui est toujours pour moi, qui n'est pas évidente aujourd'hui utilisée. Il faut bien comprendre que dans le contexte actuel, les références religieuses ne sont pas les bienvenues, et contrairement à ce qu'on peut croire, dans l'Église non plus. C'est-à-dire que le curé qui s'occupe de l'art contemporain, il n'aime pas trop les tableaux avec Jésus en moyenne. Hein. Il aime plus des trucs qui sont une espèce de référence un peu de côté, un côté un peu de face et frontal. Il a l'impression de se retrouver, le curé, il a l'impression de se retrouver avec des peintures sulpiciennes sur les bras, et là il est très mal à l'aise avec ça. Donc ça il faut bien le comprendre, parce que les gens ne le savent pas très très bien ça. L'autre chose, c'est, me semble-t-il, c'est la figure de la famille. Et il me semble que ça c'est quelque chose qui travaille plus Florence, à la base, les enfants, la famille, tout ça. Et c'est aussi une figure très subversive. Je veux dire, dès qu'on peint, les catholiques, on peint la famille, on est très vite maréchal, nous voilà, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué donc d'aborder ces sujets-là, tout en gardant quelque chose qui est de l'ordre du véritable amour. Donc le déguisement et le clown, ça permet quand même d'aborder ces questions qui sont quand même difficiles aujourd'hui. Dernière chose peut-être avant de te laisser réagir, je pense que pour ma part, j'accepte complètement le récit que tous ces personnages-là ont dans leur mise en commun avec tous les personnages qui ont été peints avant et seront après. Que ce soit en relation ici, comme le dit Florence, avec évidemment la peinture de Freud, d'après Watteau, cette filiation-là, mais aussi tous ces personnages-là et leurs différentes représentations dans nos peintures. Voilà, donc cette accumulation, c'est pas un problème du tout. Et je pense qu'on peut très très bien s'en emparer et travailler sur cette espèce de cosmogonie, d'inter-relation, un peu comme dans le cycle Marvel, où on réutilise le personnage de Batman, de Spider-Man, etc., qui sont un peu la nouvelle commedia dell'arte. Avec les références des personnages, on les fait rejouer avec leurs caractéristiques dans des récits nouveaux. Voilà, donc là il y a une sorte de petit panthéon de personnages. Voilà, donc, personnellement, Marvel c'est un peu le Jésus de Nietzsche pour moi. Je m'intéresse plus au véritable Jésus. Voilà. Donc ça, ce serait mon point de vue. Oui, non, c'est-à-dire que là c'est un tableau qui est peint à 4 mains. On a chacun notre œuvre personnelle. Et c'est vrai que dans ces travaux à 4 mains, il y a aussi des liens avec des choses qu'on fait l'un et l'autre. Tout se mélange, c'est-à-dire que j'ai peint déjà Axel en Pierrot d'après le Gilles de Watteau. Lui-même m'a déjà peint plusieurs fois, évidemment en clown, etc. Et je pense que tout se mélange. Et qu'en effet, chaque personnage peut faire référence à des tableaux que l'un ou l'autre a fait ou que les autres, ou que nous deux ensemble avons fait. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter par rapport à ça. En tout cas, le texte est très inspirant. Ouais, donc on va voir avec Harry si on pouvait laisser le texte pour que les gens puissent lire le texte, on verra. En tout cas, c'est un texte très très riche. Voilà. Par
rapport au travail à quatre mains, je me suis souvenue de quelque chose d'assez amusant, c'est que Amélie Adamo récemment nous a posé des questions croisées, enfin à chacun de nous, et on y a répondu séparément, sans regarder les réponses de l'autre. Et en fait, moi j'ai expliqué que j'aimais bien cette sorte de perte d'identité dans le fait de travailler ensemble. C'est-à-dire que c'était plus Axel, c'était plus moi, c'était quelque chose d'autre, cette manière. Et c'est assez agréable de se fondre dans cette chose qui n'est pas moi. Et il me semble qu'Axel avait répondu à peu près le contraire, ça m'a beaucoup amusée. Non, c'était pas ça tu t'en rappelles pas. Il me semble que tu avais dit qu'au contraire, on avait chacun une manière très différente et qu'elle restait complètement distincte dans le tableau. Donc c'est peut-être les deux en fait. Il se trouve que quand on peint à quatre mains, on a tout un protocole qu'on met en place de temps. Le temps, c'est plus une obsession d'Axel. Moi, je compte absolument pas mon temps quand je travaille seule. Mais je m'amuse justement à jouer le jeu de compter le temps avec Axel. On essaie de faire vraiment 50-50 pour le tableau. Donc là, on a vraiment peint autant l'un et l'autre sur ce tableau-là. Et on a des codes couleurs aussi, c'est amusant. On commence le tableau avec un camailleux d'une certaine couleur, donc, qui ressemblerait à cet ocre rouge. Et petit à petit, on fait monter les couleurs, mais ensemble, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur quelle couleur on utilise. Ce qui donne une unité à nos deux manières qui sont quand même relativement différentes. Je sais pas ce que tu en penses. Donc, pour réagir à ce que tu dis, à ce que j'ai entendu de la part d'Éric, il y a deux choses qui interviennent. Donc, d'abord, pour revenir sur la question des quatre mains et de la manière de faire fondre l'histoire de nos mains, et en même temps d'essayer de mettre en commun nos deux manières d'aborder la peinture. Je pense que Éric a décelé quelque chose, c'est que mon personnage dans le tableau, d'une part, a été rajouté. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que j'ai pris la photo du groupe, puis après je me suis rajouté, Florence a pris la photo, et on a une espèce de copier-coller Photoshop rapidement. Et ça, on peut le voir. Il y a un indice qui permet de le voir, c'est que la collerette que j'ai au cou, elle se retrouve sur le canapé derrière Camilla. Donc ces deux temps, ils sont lisibles. C'est une sorte d'erreur, ouais. Voilà. C'est une erreur qu'on a laissée et c'est lisible. Et donc là-dessus, et Éric, me semble-t-il, parlait de mon positionnement par rapport à mes références et au fait que moi je regarde mes références, j'essaie de m'y inscrire. Toi, tu fais coller les choses, me semble-t-il. Donc il y a ici un espace entre les deux qui est vraiment intéressant à réfléchir, pas seulement au niveau des mains, de la manière dont ça se marie, mais aussi dans la manière d'aborder les sujets dans la peinture. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui me semblait intéressante à reprendre par rapport à ce que disait Éric, c'est qu'il parlait donc dans ce tableau-là précisément, les deux références qui se suivent, c'est la fête champêtre, donc, bien connue de Watteau, qui a été reprise par Freud. Donc chez Watteau, il y a tout un jeu sur le marivaudage. Donc Éric insiste là-dessus, c'est évident chez Watteau. Qui lui a posé problème. C'est intéressant de savoir que Watteau, à la fin de sa vie, il y a un curé qui lui a fait peindre une crucifixion et qui a fait brûler tous ses tableaux. Et Watteau était pas à l'aise avec ce qu'il peignait, c'était pas si clair que ça. Nous aujourd'hui on voit un grand rebelle qui était au-dessus de tout ça. Je pense qu'il avait des questionnements intérieurs, c'était pas si évident pour lui non plus. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Freud, lui, et je ne le savais même pas, a utilisé dans son tableau une sorte de famille recomposée avec maîtresse, enfant d'eux, etc. Qui pourrait amener un regard presque pervers sur la famille. Ce qui serait intéressant de voir, en tout cas, c'est qu'il y a un point commun entre les trois, c'est que
ce que fait Watteau en son temps est très inconfortable. Ce que fait Freud en son temps est aussi inconfortable. Et l'idée de vouloir refonder une famille aujourd'hui, c'est aussi inconfortable. Voilà, donc on se retrouve tous les trois dans un sujet qui passe pas dans son contexte. Ça va nous réunir, je pense. Ça, c'est vraiment les choses qui me semblent arriver tout de suite sur ces points-là. Je sais pas toi ce que tu vois là-dessus. Non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec cette idée. Non, moi j'étais très amusée par toute l'analyse des déplacements entre justement la scène champêtre en extérieur avec l'intérieur de Lucian Freud. Alors nous, on a voulu faire ce clin d'œil aux plantes que Lucian Freud peignait si bien. Et du coup, c'est faussement une scène d'atelier spontané parce qu'on a déplacé notre canapé pour le mettre près des plantes. Et du coup, on a la fenêtre. Enfin, donc du coup, voilà, c'est pas du tout spontané. On a fait venir les enfants. Bon, on a demandé à Simeon de jouer de la guitare. Il n'était pas très très content, mais il s'est mis à faire des blagues en chantant, etc. Et du coup, tout ça, ça a créé. C'est une mise en scène, mais il y a aussi beaucoup de choses spontanées en même temps dedans. Mais ces déplacements, je les trouve amusants. Les liens avec les scènes précédentes, au niveau formel et au niveau de ce que ça peut raconter. Donc là, l'espace dans lequel on est amené, je crois qu'on parlait d'espace, c'est l'espace du tableau. Et il y a deux choses dans ce que nous apporte Eric, comme une dot. D'une part, c'est l'espace de la galerie dans lequel on expose ces tableaux, qui est un espace qui n'est pas immense, plutôt un petit espace, qui a donc une intimité particulière. Et cet espace-là, je crois, dans ce que dit Eric, et on va réintervenir dessus, nous va très bien, parce que on aime bien les espaces confinés, pour utiliser un terme consacré aujourd'hui, avec une surcharge d'objets. Eric parle pour ça d'un tableau que j'ai fait, qui s'appelle Embryon, où je me suis représenté sur un tapis persan, probablement un trait pour moi à l'espace de mon enfance, parce que l'appartement dans lequel j'ai grandi, c'était après la révolution iranienne. On s'est retrouvé dans notre appartement de vacances à Nice, qui n'était pas très grand, et donc mes parents ont amené tout ce qu'ils avaient et ont rempli cet appartement d'un tas de choses. Donc c'est un espace très surchargé, on va dire, au contraire d'un espace minimaliste. Et moi, c'est un espace dans lequel je me suis toujours senti très à l'aise. C'est vrai que quand on regarde un tapis persan, il y a une surcharge de motifs aussi. Donc dans ce tableau-là, en référence à la galerie, il y a effectivement cette surcharge de multiplication de petites histoires. Je me rappelle quelqu'un que j'avais rencontré à l'ambassade en Bulgarie, que j'appelais Richard Gere, qui était conseiller culturel ou je sais pas quoi. J'avais commencé à lui parler de l'histoire de mon père, il m'a dit « Ah oui, ça c'est la petite histoire ». Lui, il s'intéressait aux grandes fresques napoléoniennes, le 18e livre sur Napoléon, enfin les grands sujets, Charles de Gaulle, etc. C'est évident, quand on rencontre l'histoire de mon père, c'est beaucoup plus la petite histoire. Et j'ai grandi dans cette accumulation de petites histoires. Et c'est vrai que dans ce tableau-là, on peut rencontrer ça aussi, une accumulation de petites histoires. Je pense que d'ailleurs les personnages sont réduits, comme dans beaucoup de tableaux de scènes de genre. On parlait des peintures de personnes comme Brouwer, comme Ténier, tous ces peintres hollandais. Ce ne sont pas des grands personnages, plutôt des petits personnages comme des enfants ou des jouets. Donc là, il y a quelque chose de ça aussi qui me semble vraiment important. Et donc nous, ça nous a vraiment permis de développer cet espace-là. Je crois que chez Watteau aussi, les personnages sont assez petits. Oui, par rapport à l'accumulation d'objets, c'est présent évidemment dans le tableau. Et je pensais qu'on n'avait pas du tout parlé de... Alors évidemment, il y a tous nos livres, on a des quantités de livres d'art, tous les catalogues de nos amis artistes, dès qu'on reçoit un catalogue. Ils se posent sur ce gros meuble
Art Nouveau qu'on a dans notre atelier. Il y a des fleurs séchées. En fait, il y a plein de petites anecdotes, de petites histoires. Et il y a aussi une photographie de notre ami le père Alain qui a été assassiné il y a 2 ans. Et finalement, il s'est retrouvé au centre du tableau avec une bougie devant. Donc ça fait partie des petites histoires du tableau. Et puis derrière tous les déguisements en fait qui sont stockés derrière ces espèces de bâtons. Donc voilà, on a tout notre malle à déguisement qui est là et qu'on n'a pas tellement utilisé pour le coup pour ce tableau-là. Voilà. Il me semble que c'est très lié à une période aussi. Je me rappelle avoir visité le Palais Royal de Stockholm. Et quand on visite le Palais Royal de Stockholm, à un moment on rentre, il y a une petite pièce comme ça qui est préservée. Je crois que c'est le bureau d'Oscar II. Et quand on voit le bureau d'Oscar II, il y a de quoi passer 18 ans à regarder chaque objet. Donc il y a vraiment cette espèce de 19e d'accumulation. Là on revient d'une petite ville du nord du Brandenburg qui s'appelle Granzé. Et quand on visite le musée ville de Granzé, il y a comme ça une accumulation d'objets qui touchent effectivement au kitsch, au faux, à la fausse mémoire, avec quelques traces de vrai. Là, le grand personnage de Granzé, c'est la reine Louise qui a dû passer 2 jours sur place. Et donc du coup, ils ont reconstitué une sorte de faux bureau avec un tableau qui a été fait il n'y a pas longtemps de Louise, qui est pas évident, quoi, qui nous a beaucoup plu, mais qui, on pourrait dire franchement kitsch. Et quand on va dans l'étage du dessus, il y a vraiment l'accumulation d'objets comme ça. Il y a un morceau de pain qui date de 1865, qui est dans une vitrine. Il y a des choses comme ça, des petites chaussures d'enfants, des étiquettes. Enfin, on est vraiment dans la nostalgie à outrance. Eric faisait référence au terme Sehnsucht. Qui a aussi cette espèce de désir et de nostalgie en même temps qui existe qu'en allemand. Et c'est vrai que là, on peut y voir quelque chose de mortuaire, on pense au masque mortuaire, etc. Une manière de vouloir garder, on est très 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 loin du désir zen de l'Occident aujourd'hui, qui essaie de se débarrasser de son histoire pour vivre l'instant présent. On est vraiment dans le rêve du cercle des poètes disparus. Là, non, c'est vraiment le stade du miroir. Oui, la scène figée, la scène figée d'un lieu à un moment donné, avec nos enfants qui ont tel et tel âge à ce moment-là. Donc c'est évidemment une scène extrêmement intime qu'on donne à voir, donc c'est particulier, mais qui va avoir peut-être quelque chose d'un petit peu historique dans 50 ou 100 ans, ce sera en même temps. C'est assez drôle de se dire que ce tableau a été fait en 2020 parce qu'il a quelque chose d'assez rétro, d'assez... on ne peut pas savoir s'il y a un classicisme dedans ou si au contraire il est super 2020 ce tableau. Là-dessus, j'aurais tendance à dire, j'avais lu un livre de Giorgio Agamben qui s'appelle Nudité, il parle de la contemporanéité et lui semble que le seul moyen de parler de son temps est d'être à côté de son temps. Donc là, on est tellement à côté de notre temps. Moi, je suis intimement persuadé que ce tableau-là, dans 50 ans, 100 ans, 150, sera évidemment d'aujourd'hui. Mais c'est très difficile à voir. Je pense que n'importe quel regardeur verra tout de suite que ce tableau a été fait aujourd'hui. Pour quelle raison, ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a des scories de notre temps là-dedans. Lesquels je ne saurais pas dire, mais c'est un pari que je fais. Donc là, il y a Eric qui a fait une longue digression sur le thème de la chaussure qui est très présent dans le tableau, et il a repris la question de la chaussure dans l'histoire de l'art, et plus particulièrement je crois dans la peinture. J'aimerais d'ailleurs dire tout de suite que ce serait vraiment passionnant d'avoir le texte d'Eric. On va essayer de négocier ça avec lui parce qu'il est beaucoup plus intéressant que les réponses. On verra. Et moi, ça m'amène, parce que tout ce qu'il dit sur la question de la chaussure, parle du fantôme, de l'empreinte, de ce qui laisse en creux la réalité de ce qui a habité la chaussure, etc. Chez Van Gogh. Moi, il parle d'ailleurs forcément du Christ.
Je pense pour moi, il y a un relique, tout ça. Je pense pour moi, il y a quelque chose qui semblerait vraiment exprimer ça pour moi. C'est quand Nietzsche dit qu'il croit aux chrétiens quand ils auront des têtes de ressuscités. Et j'ai l'impression que Nietzsche voudrait transformer le ressuscité dans une espèce de belle paire de baskets neuves, quoi. Or, le ressuscité, il apparaît avec ses plaies. C'est une vieille paire de godasses de ressuscité. Et je pense que Nietzsche il le fait volontairement. Il essaye de rendre le récit chrétien un peu Marvel, un peu grec, quoi. C'est une espèce de Zeus, son ressuscité. Or, le ressuscité, il n'a justement pas une tête de ressuscité, comme essaye de le dire Nietzsche. Et je crois que là-dedans, dans cette question de la chaussure, il y a vraiment cette volonté d'incarner l'histoire de la personne qui l'a habitée. Je pense aussi, pour ça, à une joute qui est sur France Culture entre Markovitch et Stéphane Hessel. Markovitch lit un poème qui l'a beaucoup marqué, qui est breton, qui est un poème antisémite où on parle d'un juif qui vient prendre une jeune fille dans une famille bien bretonne, etc. Et donc c'est censé être critique vis-à-vis du juif qui arrive avec ses grandes chaussures, etc. Et à un moment dans le poème, on explique que ces chaussures, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup marché. Et pour Markovitch, ce poème qui est censé être antisémite exprime profondément la nature de cet homme et de son peuple, qui porte une histoire, qui porte une trace. Et là, il y a vraiment cette volonté, je pense, tout autant de la peinture, au niveau de la peinture, au niveau de la relation qu'il y a avec l'être humain, que tout s'incarne de la présence de l'être humain. Même un paysage, quand on peint un paysage, je pense que c'est un paysage, je pense à Cézanne qui faisait les nombreux tableaux d'après le Mont-Saint-Victoire. C'est un lieu où il y a eu une grande guerre à l'époque romaine, je crois. Cézanne le savait, il allait voir un tableau sulpicien à Orsay où il y avait cette bataille. Il aimait voir. Donc, contrairement à mon avis à l'histoire qu'on s'est racontée sur Suzanne, qui peint la réalité de la peinture, qui peint, enfin cette espèce de truc comme ça, je pense que dans Cézanne, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'histoire aussi. Et sa montagne Sainte-Victoire, elle est aussi habitée par cette histoire. Donc, je crois que ces chaussures, elles permettent de voir dans ce tableau-là vraiment cette volonté de s'inscrire dans une relation anecdotique, voire historique, avec la présence du corps humain. Voilà ce que je dirais. Oui, ben moi je suis très touchée par ce qu'a raconté Eric, évidemment, sur la performance de Journiac, avec les vêtements de peintre qui sont trempés dans de la peinture blanche. J'ai l'impression pour essayer de faire disparaître cette histoire peut-être de la peinture, mais je ne connais pas assez bien l'œuvre de Journiac. Ça me rappelle d'ailleurs le texte de Deleuze sur Francis Bacon, sur... En fait, non, ça n'a peut-être aucun rapport, mais sur le fait que quand on commence une toile, elle n'est pas blanche, mais elle est pleine de tout ce que l'histoire, de tout ce qu'on connaît de l'histoire de l'art, c'est-à-dire comment essayer de déblayer pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc, mais l'habit du peintre qui est présent là dans le portrait, c'est Axel qui le porte. Moi, je l'ai assez peu souvent porté. Je crois qu'il y a un autoportrait en peintre que j'ai fait qui est assez drôle parce que je suis en peintre un peu 18e ou 19e siècle. Donc, je suis habillée avec une collerette en train de faire un autoportrait. C'est un tableau que j'ai assez peu montré, donc assez peu connu. Mais où je ne suis pas spécialement avec des taches de peinture. Donc, je suis la femme peintre qui fait son autoportrait, mais dans la peinture ancienne. Là, Axel, il est à la fois le peintre avec son habit sale et le Pierrot. Et enfin, moi, ce contraste me touche. Peut-être que tu peux continuer, Axel, je suis un peu perdue. Je pense que pour revenir à l'affaire de Journiac, pour ma part, quand j'ai fait une exposition, j'ai été invité à faire une exposition autour de Michel Journiac. J'avais lu des textes où il s'était opposé à la question de l'icône,
parce qu'il considérait que peindre une icône, c'était un peu faire de l'argent. Et moi, je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai suivi son conseil en le détournant. C'est que j'ai fait une icône. Et je l'ai présentée dans cette exposition. Pourquoi? Parce qu'en faisant franchement une icône, au premier degré, en la présentant à l'exposition, je dévaluais tout mon travail, en fait. Je pense que la question de la richesse et de la pauvreté, en fait, liée au contexte de peindre une icône aujourd'hui, il n'y a rien de tel pour détruire la crédibilité d'un travail. Donc il m'a permis d'aller vers là. Et ensuite, la question de la pauvreté en général, des pauvres, des exclus, des refusés, etc., c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement important dans l'ensemble de notre travail. Il faut faire participer tout le monde. Mais pour faire participer tout le monde, il faut vivre avec tout le monde. Et effectivement, la pauvreté, c'est pas l'abyssal comme il faut. Je me rappelle d'une remarque du père Rovillois, qu'aujourd'hui les gens font des espaces pauvres en faisant des espaces vides. Non, l'espace pauvre, c'est l'espace dans lequel on n'est pas à l'aise. C'est pas avoir la bonne chaussure qui fait pauvre, c'est avoir la chaussure qu'on n'a pas envie d'avoir au pied. C'est plus ça la pauvreté, me semble-t-il. Donc il s'agit dans la peinture d'habiter des espaces avec lesquels on n'est pas à l'aise aussi. C'est ça aussi. Je pense qu'on est se rechercher. Je crois qu'en faisant ce portrait-là, on fait un tableau qui est impossible d'une certaine manière. Avec le titre qu'on lui donne en plus. C'est quelque chose d'imbuvable d'une certaine manière. Donc si on le fait avec tendresse, amour, etc., on est bien conscient que c'est pas un tableau évident. Il suffirait de faire un enfant avec une tête coupée au milieu pour qu'on puisse d'une certaine manière aller vers une espèce de blasphème de bon ton, quoi. Nous on veut pas ça.